lundi sur Radio Pirate Live. C'est toi, avec Yann Sénéchal. Parce qu'il va, mon ami Yann, bon week-end. Il a fait beau, c'est le fun? C'est la première game de football de mon fils dans la boîte en Beauce. C'était spécial, c'était spectaculaire. Est-ce que c'est sa première saison de football? Parce que je sais que c'est un gars de baseball, là, mais... Ben oui et non, dans le sens que c'est la première vraie de vraie là, qui joue contre d'autres équipes et tout ça. Mais je veux dire, il a commencé en 4e année là, le petit programme des mini-corsaires à Lévis, qui est un super programme le fun, là, honnêtement. Là. Combien de joueurs ou de joueuses vont commencer à jouer au football avec tout l'effet Taylor Swift? My God! Hey, c'est gênant, ça. C'est malaisant. Il y a un côté malaisant, ça. T'écoutes une game des Chiefs puis t'as Taylor Swift d'en face à toutes les 2 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, en plus que... écoute, Kelsey, c'est un super tight end. Là. C'est un des meilleurs de la business. Mais là, depuis qu'il est avec, il a doublé sa production. Donc là, il joue blessé. Il ne faut pas oublier ça. Là. Il joue blessé. Je pense que c'est une cheville. Ouais. Et le gars fait à peu près... Tu sais, habituellement, un tight end, 40, 50, 60 verges. Il a eu une grosse journée, là. Gronk a eu des fois des plus longues parce qu'il courait avec la balle après. Kelsey est un peu de même. Mais là, il est à quoi? 120, 125, 130 par game. Donc, on dirait que lui, ça l'a comme craqué un peu. Donc là, à chaque fois que lui fait un beau jeu, on s'en va en haut. Puis là, les deux meilleurs amis du monde, la folle qui est la femme à Patrick Mahomes, qui est une folle, qui est à côté de Taylor, là, c'est les petites danses, les patentes, les high-fives. Qu'est-ce que tu dis, Mr. White? Non, je disais les poignées de main spéciales. Ah oui. Mais ils ont une caméra sur eux autres tout le temps. Puis, malheureusement, je ne dis pas qu'elle est fake, mais veut pas, ça fait un peu fake parce qu'ils savent qu'ils ont une caméra sur eux autres. Donc là, il n'y a plus rien de naturel là-dedans. La gang de filles alentour, eux autres. Imagine-toi, là, la gang de filles qui se tiennent ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment de comment les gars sont là. Tu sais, des femmes de joueurs. Là, tout d'un coup, la caméra n'a jamais été sur eux autres, ben, là. Là, tout d'un coup, la caméra est sur eux autres tout le temps, à cause de probablement la plus grande star de tous les temps de la musique, qui est dans la loge, puis qui a l'air... tu sais, hier, Monet, elle pleurait quasiment. Quand Kelsey m'a compté son toucher quand il y a eu sa longue run, elle était là, puis là, ma blonde a dit, voyons, fille, elle dit là, calme-toi un peu. Elle dit, calme-toi un peu, ça fait 2 semaines, tu le connais, là. Peut-être ça fait 2 mois, là. Puis ma blonde n'est pas une anti-Taylor Swift, au contraire, elle l'admire, mais ça devient quasiment un peu too much. Ben écoute, l'alternative à ce côté fake-là, c'est qu'ils fassent comme les joueurs de baseball qui savent eux autres aussi qui sont filmés tout le temps pendant une série, puis ils parlent de même dans le dugout sans arrêt. Ouais, c'est ça. Bouche, ouais. Je veux dire, c'est rendu à un moment donné, les athlètes professionnels, puis l'entourage des athlètes professionnels, on veut tellement vendre de la réaction qui sont là-dedans à tour de bras. Là. Ouais. C'est les réactions. Est-ce que ton fils est un programme d'école, non, parce que lui, dans le programme d'école, il est au baseball. Il y en a une partie de son équipe qui est dans le programme scolaire, mais c'est vraiment parascolaire qui joue. Là. Écoute, il y a 5 entraînements de baseball par semaine, 3 entraînements de football, 1 entraînement d'handball, puis il va commencer le volleyball bien vite. C'est très bon parce qu'il touche à plein de sports, comme nous, on faisait jeunes. Dans la génération d'aujourd'hui, des kids qui jouent au handball de pas une tonne, là. Ah, mais c'est le fun à Lévis, c'est bien développé, sérieusement, le handball. La gang qui font ça, ils trippent, mais tu sais, pour mon fils, là, c'est vachement important parce que si... Tu sais, on a l'air des parents freaks, pour vrai, là, quand je dis tous les sports qu'il fait, mais s'il fait pas ça, on a des mots de professeurs à tout bout de champ dans la classe. Parce que ton gars est hyper actif, il a besoin de bouger. Je sais pas s'il est hyperactif, s'il y a des troubles d'attention ou pas, mais une chose est sûre, tu sais, il y a des bonnes notes à l'école, fait qu'on compromet pas ses études en y faisant faire autant de sport. Mais à toutes les fois qu'il y a des baisses d'activité, tu sais, quand il tombe dans un entre-saison, tout ça... Les notes baissent. Ben, sans baisser, les notes de prof arrivent, puis ouais, il est turbulent. Ah, je comprends. Il parle tout le temps, blablabla, tu sais. Tu parleras à ma mère. Oh. Tu parleras à ma mère, tu vas voir qu'elle va dire « Ouais, je connais ça, une plateforme de même. » ce qui se passe dans les écoles, là, parce que là, toi, tu es à Lévis. Est-ce que Martine Biron est plus vers l'ouest? Ouais. C'est ça, plus vers l'ouest. Moi, j'ai Bernie. Lâchez-moi avec les GS. Bon, voilà. Et là, ce qui est arrivé, on se posait la question dans le Prime tantôt. Tu sais, je veux dire...
moi, mes enfants sont plus vieilles, sont rendus, mais même encore là, à l'université, je suis content de voir que mes filles sont allumées et qu'ils voient des fois quand quelqu'un essaie de leur passer un message qu'ils ne veulent pas entendre, là, sont capables de dire hey, wow, minute. Là. Mais je veux dire, là, si on commence à les prendre plus jeunes, parce que là, ce qu'on a annoncé, c'est un genre de cours de sciences et techno, je ne sais pas trop quoi, puis on va modifier aussi celui qui était un processus là, qui date depuis plusieurs années de changer le cours d'éthique. Mais on va introduire de plus en plus des histoires de changement climatique. Puis, regarde, je vais te faire entendre un je pense gars... pas qu'il restait de la place pour en mettre plus, honnêtement. Ben, on aimerait ça. On aimerait ça, oui. On aimerait ça qu'ils apprennent à bien lire et à bien écrire. On voit que c'est une catastrophe. Mais écoute bien, ce qu'ils vont introduire, c'est à Catherine Perrin. Catherine Perrin, elle, c'est une animatrice à Montréal, à la radio de Radio-Canada. Elle a une émission Green. Oui. OK, toute l'émission, à chaque jour, est Green. Hey boy. Tous les jours, là, c'est l'anxiété, c'est la... Il doit y avoir des grosses cotes d'écoute. Ça doit être le pire, c'est que ça a l'air que Radio-Canada, ça marche pour vrai. Je comprends pas, là. On rencontre jamais de monde. S'ils faisaient un get-together, je ne suis pas sûr qui irait là, mais ça a l'air qu'ils ont du monde qui les écoute. Donc, Catherine Perrin, avec un genre de gars qui est en charge du programme en question, et voici ce que ça va donner. Et dans des actions concrètes, parce qu'on le dit toujours, pour lutter contre l'éco-anxiété, il n'y a rien de mieux que le concret. Entre autres, je voyais dans la liste des projets qui sont menés dans différentes écoles avec le Lab 22, des projets de friperie. Je trouvais ça très, très intelligent parce que les jeunes aiment beaucoup la mode et changer de vêtements. Projet de compost, quoi d'autre, Dominique Vézina? Tellement de choses, mais je pense à du reboisement social aussi qu'on fait sur les terrains de l'école pour tenter de lutter contre les îlots de chaleur. Il pourrait y avoir aussi des boutiques de produits équitables, donc des produits de première nécessité qu'on a besoin, mais d'amener une réflexion sur la consommation, sur l'alimentation, des journées sans viande, il y en aura de plus en plus. Moi, je vais te dire, là, écoute, je sais que concrètement, ça va être long avant que ça arrive, mais... Moi, j'ai toujours été un défenseur, puis t'en es un. T'es un produit. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation que tu as eue, puis le cheminement que tu as décidé de faire à l'université, puis ça t'a amené vers ce que tu es aujourd'hui. Puis moi, j'ai toujours, depuis... Tu sais, je fais de la radio depuis 84, mais depuis 96, dans les choses qui a toujours été importantes dans le discours que j'ai tenu, il y avait l'école, que ce soit d'aller dans une technique au cégep, d'aller dans un métier professionnel, au professionnel long, etc., ou encore d'aller à l'université. On a toujours encouragé ça. Sauf que là, l'école devient une place de religion et de patente d'anxiété climatique. Je me demande si j'avais pas des enfants aujourd'hui, si j'aurais pas une discussion avec ma blonde pour qu'on ait un genre de système à maison avec on se mette 3-4 personnes ensemble. Je trouve que ça commence à être vraiment du nettoyage. Là. On nettoie puis on programme les kids à des folies green qui semblent concerner à peu près 10-15% de la gang de Bobo Pinko à Montréal et dans les tours à Québec. Mais ça commence à être pour vrai. Là. Ils s'en vont dans les écoles. À moins que je capote. Mais moi, j'aime pas ça, pantoute. Depuis que le monde est monde, les militants visent l'école comme entrée. Je veux dire, les péquistes ont voulu changer les cours d'histoire dès 1976. Là. Oui. Il n'y a rien de nouveau là. Quand tu regardes toute l'histoire de la Révolution tranquille, je veux dire, on a glorifié le gouvernement de Jean Lesage des années 60 dans l'histoire au Québec d'une manière qui est quasiment éhontée. Je veux dire, quand tu lis le livre de Vincent Geloso sur le sujet, c'est capoté qu'on ait osé parler de grande noirceur et de révolution tranquille dans nos livres d'histoire, c'est une vraie honte. Là. Toi, tu parles qu'on a sali trop Duplessis par rapport à la réalité? Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Très Honnêtement, d'accord. c'est affreux. C'est quoi le titre du livre à Vincent là-dessus, d'ailleurs? Hein? C'est La grande illusion au rattrapage tranquille. Okay. Quelque chose comme ça. Là. Ce livre-là, ça défait tout le mythe de la Révolution tranquille puis de la grande noirceur de A à Z avec des preuves scientifiques puis économiques. C'est hallucinant. Tu sais, même en fin de semaine, il a débattu des mythes dans ma tête que je pensais même pas que c'était des mythes. Là. On a fait un podcast, il va sortir dans 2-3 semaines. Le gars nous parle que ce qui était à la source de la pauvreté au Québec, là, ça remonte à longtemps. On a toujours eu un retard par rapport aux autres. Et c'est d'abord et avant tout causé par le régime seigneurial à l'époque, la manière qu'on octroyait les terres aux gens. Oui. Parce que c'était des seigneurs. C'était des seigneurs qui étaient propriétaires. À partir de là, tu avais une caste. Puis tu n'avais pas le droit de sortir de ta terre, tu n'avais pas le droit de quitter, tu n'avais pas le droit de la revendre. Tu étais vraiment prisonnier de ta terre, il n'y avait pas de mobilité, ainsi de suite. Et c'était des francophones à la tête des seigneuries.
Et quand tu arrivais, puis le régime britannique arrive en place et implante le système de canton, oui. Puis à un moment donné, 30 ans plus tard, on donne le choix aux gens de vivre sur des seigneuries ou des cantons. Rapidement, l'essor économique commence à se produire, puis le rattrapage économique commence à se produire grâce au système de cantons à ce moment-là. Puis les francophones choisissaient d'aller vivre dans des endroits qui étaient constitués sous forme de cantons et non pas de seigneuries. Tu sais, moi, je m'étais tout à fait dit que notre retard économique, c'était à cause des foremen anglophones qui nous tapaient ça à la tête. Oui, on est porteurs d'eau, puis on est exploités. C'est d'abord et avant tout les Français qui ont causé notre retard économique. On était une place qui était plus riche qu'en France, parce que l'économie florissante d'un nouveau monde était plus riche que la France, comme la Nouvelle-Angleterre était plus riche que l'Angleterre également. Oui. Mais parmi les riches, on était les pauvres de la place. On a toujours été les pauvres de la place. Puis ça part dès l'arrivée des Français ici. Fait que de briser ces mythes-là, quand tu dis crime, c'est zéro comme ça qu'on m'enseigne l'histoire. Mais Vincent, c'est pas juste un historien, c'est un professeur d'économie en histoire. Donc, tu es vraiment dans une situation... Il se sent comment, en passant, là, tu parles de Vincent, il se sent comment d'être cité par le chef du PQ, là? Il se sent très bien, c'est ça le pire. Il est souverainiste, Vincent. Oui, je sais. Les gens ne réalisent pas. Il est réellement souverainiste pour de vrai. Là. Ouais, moi, je suis souverainiste, mais plus qu'eux autres encore. Moi, je suis pour... Ouais, mais toi, t'es... Attends un peu, là. De souveraineté individuelle. Oui. Ben, peut-être pas individuelle, mais des petits groupes. Pouvoir aux petits groupes. Ben, c'est ça. Ben, regarde, moi, c'est... on parle souvent avec Mac qui est en Suisse. Puis la manière que la Suisse est faite, c'est historique, là, tu vas me dire, tu peux pas commencer ça aujourd'hui, c'est bien tough, là. Mais tu sais, le fait que tous les cantons ont des pouvoirs autonomes quasi illimités sur leurs valeurs, leur taxation, leur réseau d'écoles, leur réseau... Moi, ça, là-dedans, j'embarque anytime, là. Mais on s'entend que les indépendantistes qu'on voit seraient les derniers à nous donner ce pouvoir-là, là. Ah, OK, exactement. En fait, on s'est pogné solide, moi et Vincent. D'ailleurs, on l'a mis cette heure-là, on l'a mis juste sur Patreon. On ne l'a pas donné gratis. À un moment donné, ça va faire de juste donner du stock gratis. On l'a gardé sur Patreon. Un heure de débat entre moi et lui. Puis justement, j'ai dit, man, tu te fais utiliser par le PQ carrément. Ils vont prendre ton nom. Ils vont se pavaner comme de quoi que le grand Vincent Gelozo de George Mason University. Oui. Parce que là, ce ne sera pas le débile d'extrême droite de l'IEDM. Non. Là, ça va être ses vrais titres professionnels. Ben, dans le Journal de Montréal, c'est ce qu'on disait. Là, on lui donnait son vrai titre. Là. Tout d'un coup, il avait l'air crédible. Oh, ouais, exactement. Quand il est en entrevue avec Daniel Breton en débat, c'est un débile extrême. Mais quand le PQ veut mousser un peu le patente, là, mais il vit bien avec ça parce que il a fait ce qu'on appelle un rapport d'arbitre. Donc, est-ce que l'exercice qui a été présenté a été fait d'une manière honnête au niveau comptable? Grosso modo, c'était ça sa conclusion, puis la réponse était oui. Mais je veux dire, quand tu pousses un peu et tu le questionnes, tu dis, écoute, entre toi et moi, là, la journée qu'on fait la souveraineté demain matin, es-tu d'accord avec moi qu'on se ramasse dans une situation où est-ce que on doit couper des services? Les garderies, on les a-tu encore? Le RQAP, on l'a-tu encore? Est-ce qu'on est capable de donner tous les services qu'on donne présentement? Puis, il est le premier à dire que non. Il dit une des raisons pourquoi il est souverainiste, justement, c'est qu'en se libérant du carcan fédéral, on n'aura plus de péréquation, on n'aura plus de transferts fédéraux. On va devoir prendre responsabilité de nos actions. Puis, comme Québécois, notre budget, il va passer au cash éventuellement. Mais évidemment, c'est pas ça que le PQ dit. Le PQ, ce qu'ils disent, eux autres, c'est que les jobs, on va couper à peu près 40 000 fonctionnaires fédéraux. Il y a 40 000 fonctionnaires fédéraux présentement qui travaillent au niveau fédéral, qui vivent sur le territoire du Québec, puis ils font de la job pour eux autres, mais nous autres, on ne les réengagera pas. Notamment au ministère de l'Immigration, par exemple, qui est probablement un des exemples les plus frappants. Fait que c'est comme si demain matin, là, revenu, on continuerait à recevoir... Revenu à Jonquière, revenu à Shawinigan, ferme. Là. Carrément. Fait que, lui, il est plus logique parce qu'on est déjà quand même seté de ce côté-là. Fait que ça, c'est peut-être l'exercice dans ma tête qui est les vrais fonctionnaires fédéraux qui peuvent disparaître. Mais c'est comme si demain matin, on ferait de l'immigration, mais on n'aurait pas de fonctionnaires, puis on n'aurait pas de service secret pour inspecter tout ça, savoir si on fait venir des terroristes ou des affaires de même, tu sais. Moi, je trouve que je cale bullshit énormément là-dessus. Puis lui, ce qui lui permet de faire son rapport d'arbitre, en disant que tout est correct, c'est qu'il n'avait pas à se prononcer sur ces hypothèses-là. Il dit, moi, j'ai juste dit si la comptabilité, tout ça fonctionnait. Donc, si effectivement, ils ne réengagent pas les 40 000, leur budget, il fonctionne. Là, calvaire, là,
Ben, c'est parce que ça, c'est. Ben, non, ils ne mettront jamais 40 000 personnes dehors. C'est 40 000 fonctionnaires fédéraux québécois qui perdent leur job demain matin. Là. Ben oui, c'est 40 000 gros salaires. Ils font jamais ça. Ça arrivera pas. Ça arrivera 0, 0, 0, 0, 0. Zéro. Ils donnent des services, ce monde-là. Là, je veux dire. Mais, hey, je veux t'entendre. Tiens, on a quasiment dérapé un peu par rapport à notre sujet initial, mais au pire, on viendra à la fin. Mais l'histoire du dollar québécois, OK? Ouais, dollar québécois, dollar. Le liste d'or. C'est ça. Dollar québécois versus dollar canadien qu'on garde. Fitzgibbon a dit, lui, $1 US. Le même Karine Gagnon, la chroniqueuse municipale qui rentre dans le tas. Ben non, le dollar américain, avec tout ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est une bonne idée, le dollar québécois. Puis voyons, moi, je fais un test, là. Vous avez 1 million dans votre compte de banque, qui est canadien en ce moment. Je vous donne 3 choix. Vous le gardez en canadien, 1 million canadien. Je peux vous l'échanger en 1 million de dollars québécois. Ou encore, je peux vous l'échanger en 1 million US. Pas 700 000, 1 million US. C'est un test de QI en passant. Là. Tout le monde va aux US. Tout le monde va aux US. Même PSPP le fait. Et Karine Gagnon le fait. Tout le monde va aux US parce que historiquement, puis ça, c'est pas juste une question de proximité avec eux. Historiquement, la plupart des pays dans le monde qui vivent des bouleversements économiques majeurs, l'Argentine, par exemple, à l'époque, Venezuela, tout ça, la population locale, qui subit une inflation terrible, la première chose qu'ils vont faire, c'est essayer de trouver un safe haven, un paradis, si on veut, pour cacher les dollars qu'ils possèdent qui sont en train de se dévaluer à une vitesse grand V. Le choix numéro 1 est d'abord et avant tout le dollar US. Ben, on le voit en Argentine en ce moment. Là. Il y a quelqu'un qui écrit cette semaine dans le journal, je pense en fin de semaine, dans le journal de Montréal. Ouais, le gars avec la scie mécanique, c'est un Christ de fou. C'est un gars qui est pas. C'est un libertarien, puis il veut le dollar US. Mais en Argentine, c'est depuis la crise économique et l'inflation, dans la rue, c'est beaucoup le dollar US en ce moment. Là. Ah, puis on a déjà passé par là dans le passé. L'Argentine, au niveau économique, ça a brassé énormément là, il y a quelques décennies, mais il y a plus, il y a plus de bureaux de change en dessous de la table que des bureaux de change officiels. Ah, oui. Mais, naturellement, la plupart des pays qui vivent des chocs économiques importants vont avoir une tendance naturelle de se retourner vers le dollar US. C'est considéré comme un safe haven de ce côté-là. C'est plus facile de se procurer des dollars US que de l'or. Et les gens, pour l'instant, ont encore plus confiance en les dollars US qu'en les bitcoins, par exemple, parce que les bitcoins sont encore volatiles aussi, ce qui n'est pas le cas du dollar US. Fait que naturellement, les Québécois, sans qu'on exige quoi que ce soit, vont avoir tendance à aller vers le dollar US demain matin. On fait la souveraineté demain matin. Et le dernier qu'ils prennent, c'est le dollar québécois, là. Ah, le dernier, c'est sûr. Mais d'où ça vient, ça? J'avais jamais entendu ça. Tu sais, Parizeau disait dollar canadien, parce que là, on disait, il ne voulait pas faire peur au monde. Mais il y avait une idée de dollar US, Parizeau. Il y avait une idée de dollar US qui est quand même pas si mal. Puis je suis certain que les Américains sont capables de faire un deal une pièce, juste pour être sûr qu'on a leur dollar. On est quand même, tu sais, on n'est pas une économie du tiers-monde. C'est parce que ce qu'ils veulent, les péquistes, quand ils fantasment sur ces affaires-là, c'est pas que le dollar soit québécois, canadien ou US dans leur tête, ça ne change rien. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir de la Banque centrale. Eux autres, dans la tête de beaucoup de péquistes, depuis des années... Tu peux faire ce que tu veux avec ta monnaie. On souffre du fait qu'on a un pétrodollar. Donc, l'Alberta, quand elle est forte, elle produit beaucoup, puis que le prix du baril est plus élevé, le dollar canadien remonte. Ça nuirait aux exportateurs québécois dans leur Mais c'est pas arrivé cette année en passant. Ben, depuis 2015, le dollar canadien est faible. Oui. Ça a favorisé quand même les exportateurs au niveau du Québec et de l'Ontario. Mais les Québécois, ce que tu veux dire par là, c'est que les Québécois, ils veulent un dollar faible. Ben non, les journalistes puis les pieds de biche qu'on a en économie veulent un dollar faible. Mais sacrément, Jeff, l'iPhone va être à 3 000. Le iPhone va être à 3 000 $. Il n'y a pas juste des producteurs dans une économie, calvaire. Il y a des consommateurs aussi. Ben oui. Je veux dire, le consommateur québécois, il ne veut pas un dollar faible. Il veut un dollar fort. Hey, regarde, Yann, moi, je sais l'histoire de la Beauce, je sais la patente de main, je comprends tout ça. Là. Mais depuis 25 ans, laissez-moi tranquille avec votre maudit dollar faible. Tout le monde perd avec un dollar faible. Je comprends qu'il y a quelques boss d'entreprise qui font des gros profits, mais monsieur, tout le monde perd avec un dollar faible. On négocie nos sacrements de pamplemousse en dollars US. Ça, c'est facile à comprendre, ça.
Ben, c'est parce que les consommateurs ne sont pas constitués sous forme de lobby, ce qui fait en sorte que quand les journalistes économiques, qui sont à peu près c'est une punition être journaliste économique. Oui. Quand tu commences ta carrière en économie, là, c'est une punition. C'est parce qu'on pense que t'es pas bon. Ben oui, Gérald Filion. C'est la raison pourquoi on t'envoie là. Il ne trouvait pas de place, là. Tu sais, éventuellement, ce que tu as à comprendre, c'est que les journalistes économiques, ils veulent pas ou ils pensent pas parler à des consommateurs parce qu'il n'y a pas de regroupement d'organisations de consommateurs qui prennent leur défense. Par contre, si tu veux des lobbies qui vont défendre tel type d'industrie, la liste est hyper longue. Il y a plein de monde qui veulent te parler. Exact. Fait que c'est aussi niaiseux que ça. Mais prends n'importe quel livre d'économie puis tu vas comprendre assez rapidement que tes importations sont aussi importantes que tes exportations. Puis quand ton dollar est plus faible, ça t'empêche d'importer à bon coût. Exactement. À bon prix. Il y a l'image. Il y a l'image, là. J'avais lu un texte là-dessus à un moment donné, puis le gars, il essaie d'expliquer, il faut faire comprendre ça, justement, au monde. Mais l'image la plus simple, là, c'est quoi? C'est que tu as une grande terre puis tu as un tracteur. Un pays de cul, il y a un tracteur de 1954. Oui. Un vieux crise de tracteur. Ben, c'est vraiment changé. Mais l'autre gars, lui, il a un tracteur flambant. Il a un John Deere flambant neuf. Là. Oui. Il produit 10 fois plus. Avec la même machine. Oui. Mais le pauvre, le gars, lui, qui a un tracteur de 1954, il marche son tracteur. Il bisoune un peu, il taponne après, mais il ne peut pas s'en acheter un autre. Non, c'est ça. Il n'est pas capable. Parce que tout ce qui s'appelle machinerie, on parle d'agricole ici, là, tout ce qui s'appelle machinerie agricole, c'est tout dealer US. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire là, parce qu'en 2013-2014, quand le dollar canadien est extrêmement fort, les dirigeants d'entreprise au Québec avaient deux options. Oui, c'était difficile d'exporter, je suis 100% d'accord. Les Américains avaient moins le goût d'acheter notre matériel ici. Par contre, ceux qui avaient engrangé des profits, puis qui avaient des ressources, puis qui avaient du capital, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était le temps de moderniser leur Exactement. Ils l'ont pas fait. Ils ont été capables. Ils ont sorti des dividendes, puis ils ont acheté des grosses maisons Tremblant. Mais il y a du monde qui l'ont fait. Ben oui, les entreprises qui ont réussi à moderniser leur entreprise de 2012, 2013, 2014 en achetant de la machinerie à l'extérieur, en s'assurant d'avoir du stock. Mon beau-frère le fait. Mon beau-frère le fait. C'est rare. Le stock allemand, il est sa coche. C'est rare que tu peux acheter du stock allemand à bon prix. C'est ça. Mais en 2013-2014, tu pouvais. Oui. Fait que les entreprises qui l'ont fait à ce moment-là, qui se sont modernisées, quand tu es arrivé 2015 puis que le baril a baissé énormément à ce moment-là, puis que le dollar canadien a baissé énormément. J'aime pas ça parler de ça. Mais c'est pourquoi qu'on n'aime pas ça? Parce que j'aurais dû tout prendre mes placements canadiens puis coller ça en US. Puis tout le monde disait non, c'est parce que là, ça va finir à 1,20. Ben là, on est. Juste te rappeler que tu avais un conseiller financier qui avait des dollars US dans ton compte. Là. Oui. Non, mais j'aurais dû tout. On aurait dû tout faire. Tu sais, on pensait qu'on allait monter, on se racontait ça un peu, là. Pas par vous autres, mais je veux dire, dans l'ambiance générale des médias. Ah, c'est le début d'une nouvelle ère. Ça finira pas de monter, finalement. On dirait qu'on a été tiré en bas de l'avion sans parachute. Quand ça s'est mis à descendre, ça a parti, là. C'est tellement imprévisible. En fait, je le sais. En finance, là, si tu me demandes quelle est la chose la plus imprévisible, la bourse est plus facile à prédire que le taux de change. Ah ouais, du Forex à 3 h du matin, ça te tente pas? C'est de la bullshit. C'est de la sorcellerie, cette affaire-là. C'est de la sorcellerie. C'est juste que tu as 50% de chance d'avoir raison, 50% de chance de te tromper. Ben tu te rappelles juste de tes bons coups, puis tu oublies les mauvais coups. Mais en bout de ligne, c'est vraiment de la sorcellerie. Il n'y a aucun modèle économique ou modèle mathématique qui t'aide à prédire ça pour de vrai. Ben moi, depuis ce temps-là, je le sais. À chaque fois que quelqu'un dit « Ah, là, il est à 73 cents. » Ça se peut que ça tombe à 65 cents. Ben, bullshit. Ça se peut que ça monte à 80 cents. Bullshit. Il n'y a personne qui sait. Exactement. En termes de probabilité, tu joues les probabilités. C'est sûr que quand tu regardes le range historique, avec une moyenne qui tourne dans les 80 sous à peu près, quand tu arrives à une pièce et 5, là, ça t'offre pas. Il faut que tu comprennes que les probabilités sont plus vers une normalisation, vers 80 sous éventuellement. Puis quand tu es à 65 cents, ben c'est le contraire. Tu te dis, ouais, c'est pour moi, ça pourrait aller un peu plus vers là-bas.
Mais tu n'es pas capable de donner un time frame. Tu n'es pas capable de spécifier dans le temps exactement quand est-ce que ça va commencer. Regardez François Trahan avec ses prédictions depuis l'année passée. Ouais. Il commence ses prédictions à quoi? À peu près en septembre là, qu'on entend parler de lui. Après ça, en novembre, il passe à l'émission à Stéphane Bureau. Oui. Ah là, moi, si je regarde sur ma montre, on est en fin octobre. Là. Ça fait plus qu'un an. La bourse, ça fait pout, mais elle n'est pas crashée à terre. Là. Ben, la bourse fait pout. Tu as raison qu'elle ne fait pas grand-chose sur 2 ans. 2022-2023, la bourse ne fait pas grand-chose. Mais Christy, les profits des entreprises ont continué à monter pendant ce temps-là. Moi, comme personne qui achète des ratios cours-bénéfices bas, je trouve que les ratios cours-bénéfices sont de plus en plus sexy. Oui, c'est ça. Je veux dire, ça ne me stresse pas acheter à ces prix-là. Là. C'est ce qu'on voit, là. À un moment donné, c'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a eu une grosse normalisation d'un taux d'intérêt. Ça a fait en sorte que les obligations, ça nous a fait mal beaucoup en 2022. Ils ont continué de faire mal en 2023. Mais là, tu arrives à une position où est-ce que ce matin, les obligations de 10 ans des États-Unis ont dépassé la barre des 5 pour la première fois depuis 2007. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça, c'est des actifs qu'on détenait presque plus dans nos portefeuilles en 2020 là, parce qu'on trouvait que ça commençait à être tough de tenir des obligations. C'était embêtant d'aller vers là. Mais là, on est redevenu confortable à avoir ce type d'actifs-là. Pour l'investisseur, c'est le fun. Oui. On retombe dans des conditions normales. Puis, conditions normales, comme je dis, c'est des conditions qu'on avait en 2007. Ça ne fait pas une éternité de ça. Là. On l'a oublié, mais c'était la normalité des choses, des taux d'intérêt à 5 Je sais, mais je vais répéter ce que je dis encore. Je sais que 5 c'est normal. Sauf que quand tu as la maison, mettons, de 1000 pieds carrés ou 850 pieds carrés à 269 000 piastres, et que tu es à 5 puis que ton salaire est à, je ne sais pas moi, 60 000, les deux ensemble font 110 000 dans la maison. Tout à fait. Il y a une fluctuation des taux d'intérêt qui est capable d'être prise dans le budget familial. Mais là, quand tu t'es acheté une maison qui n'est pas... Tu sais, dans le temps, tu dis, vous avez acheté plus gros que vos moyens. Sauf que là, si tu n'achètes pas, tu restes dans ton char. Là, en fin de semaine, je me suis raconté... Ce que tu viens d'illustrer là, Jeff, ce qui me fascine, c'est qu'en à peu près 70 mots, là, de le mieux résumer la situation économique au niveau des maisons et du résidentiel au Québec qu'à peu près tous les journalistes économiques de la province complète dans les 2 dernières années. L'équation est aussi simple que ça. Il doit y avoir un certain équilibre entre le prix de la maison, le niveau de salaire des gens et les taux d'intérêt. C'est ça. Puis depuis 2 ans, on commence à observer ce déséquilibre-là, puis on n'a pas l'impression qu'on est retourné à un équilibre qui est sain. Donc, ça va bouger d'une façon. C'est-tu le prix qui va bouger? Il y en a qui disent que oui. C'est-tu le taux d'intérêt qui va bouger? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. C'est-tu les salaires qui vont bouger? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Pour l'instant, ce qui bouge le plus, ben, le taux d'intérêt, lui, c'est lui qui a bougé le plus vite. Mais pour réajuster ce taux d'intérêt-là, qu'est-ce qui a bougé pour l'instant? Les salaires. Les salaires. Sauf que les salaires fuelent la future inflation. Tout à fait. C'est comme on se court après la queue. Plus on va... Là, on a des centaines de milliers de personnes. Puis je comprends que l'offre à 9 % dans le contexte, elle est ridicule, surtout après que les élus se sont donnés 30 %. C'est la plus mauvaise stratégie du monde. Mais je veux dire, mettons que les policiers ont refusé 21. Mettons que ça finit à 25. On ne pourra pas avoir, dans les 4-5 prochaines années, on n'aura pas une inflation à 2,5 ou à 2. Là. On va vivre avec une inflation récurrente à 3,5, 3,8. Ce qui va arriver au niveau des élus, là, puis au niveau de leur budget, là, tout pète de partout. Là. Présentement, là, le fédéral coupe. Ça a été annoncé. Là, Freeland, elle cherche 15 milliards. Ils ont commencé à couper au niveau fédéral. Le provincial braille que les transferts, c'est pas le goût. Le municipal braille que le provincial est en train de capoter, puis le provincial est en train de trop couper, notamment via les compagnies de transport. On a sorti des chiffres du RTC un matin, Jeff. Moi, si tu as beaucoup de camionneurs dans ta clientèle de pirates, tu es d'accord avec moi? Oui. Il y en a beaucoup qui ont leur compagnie de transport. Tu en connais toi aussi personnellement, puis tu as vu des business de transport en masse dans ta vie. Si je te dis qu'une business de transport qui aurait 11 employés, puis que sur ces 11 employés-là, il y a 6 chauffeurs, 3 secrétaires et dispatch et 2 mécaniciens. Considères-tu que cette compagnie-là est rentable ou n'est pas rentable? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as 11 employés, oui. 6 camionneurs, oui. 3 secrétaires / dispatch, je trouve que l'overhead 2 garagistes. Je trouve que l'overhead est fort pour le nombre de chauffeurs. Exactement.
Ben ça, les chiffres que je viens de te donner là, c'est la structure des ressources humaines du RTC à Québec. Oui. Ben oui. 25% du staff du RTC, c'est du personnel administratif. Des pousseux de crayon. Ben oui, c'est ça. C'est pas des chauffeurs, puis c'est pas des répareux d'autobus. Là. Ben même à ça, même les gars qui réparent l'autobus, t'as un gars qui répare l'autobus pour 3 chauffeurs. Coudon, ils sont tout le temps pétés, vos bus. Oui. Mais ben, ça achetait pas les bons, là. Il y a un problème. Il y a de quoi qui marche pas, là. C'est clair qu'il y a quelque chose qui marche pas. Quand tu regardes ces stats-là, c'est 25% du personnel administratif pour le RTC. C'est 18% pour Gatineau. Là, on tombe à 16 puis à 11% quand tu t'en vas à Sherbrooke puis à Longueuil. Là, tu es là, tu te dis, comment ça que Sherbrooke puis Longueuil peuvent avoir beaucoup moins de personnel administratif que le RTC? On nous disait pas que quand on centralisait des choses, on avait des économies d'échelle. Oh oui. Oh oui. On nous avait dit ça avec les villes. On nous a dit ça tout le temps. C'est jamais arrivé, ça. L'heure du grand ménage arrive pour octroyer des salaires qui ont du bon sens aux gens de la fonction publique, pour ne pas perdre les meilleurs employés de la fonction publique, parce qu'il y en a des excellents employés. Il va falloir leur offrir quelque chose qui va être autour de 20 à 25 %. Donc, il va falloir payer mieux les bons puis crisser dehors les pas bons. Tout à fait. On est drette là. Le ménage doit se faire parce que là, le service de la dette va commencer à monter. Oui. Les transferts fédéraux les vont nouveaux commencer à financements, baisser. là, de ce qui est renouvelé au niveau de financement de la dette, là, on est à quoi? C'est pas des maisons. Ça veut dire c'est quoi? C'est une dette à 8-9 % ça va monter ou quoi? Je te dirais que probablement qu'ils sont capables encore d'émettre des obligations autour de entre 5 et 7 %. Puis présentement, si tu remontes les obligations de 10 ans qu'on remplace ou 15 ans, probablement qu'on s'en tire encore pas trop pire. Mais plus ça va dans le temps, là, je te dirais, à partir de l'année prochaine, là, on va commencer à avoir de la misère. On va voir le service de la dette continuer d'augmenter. Puis ça va faire mal aux politiciens énormément parce que ce volet-là du budget va être douloureux. Le fédéral va couper ses transferts fédéraux. Et, by the way, on est en déficit pendant une période faste. Les gens l'oublient, là. Oui. Mais t'es pas censé faire des déficits quand ça va bien économiquement. T'es supposé de faire Exact. T'es supposé de faire des déficits quand ça va mal. Là, ça va déjà mal. Donc, ça veut dire que quand ça va aller mal, le déficit va être pas mal gros, là. Il y a des gens qui vont finalement perdre le job. Moi, je me rappelle de Jerry en 2010. Quand est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui vont sortir le boîte? Ça, j'ai hâte de voir ça. On y arrive tranquillement. Ah ouais? Moi, dire de quoi, d'après moi, on va être une méchante gang dans la rue avant qu'eux autres se privent de quelque chose. Moi, je l'ai jamais vu. Depuis que je suis au monde, c'est jamais arrivé. Moi, j'ai vu mes parents être coupés de 20 %. Non, coupés. Mais ils n'ont pas perdu le job. Non, ils n'ont pas perdu le job. Ils ont quand même mangé un coup dans le côté, je vois le faire. Je comprends, mais moi, je veux une boîte de carton. Du mal au nez, on a mangé, là. Le cadre, le rack à crayon, les guenilles. Arrête, là. Ça n'arrivera pas. Oubliez ça, ça n'arrivera pas, là. La RTC, la RTC, là, c'est quoi? C'est 30 millions qui vont être dans le trou, là? C'est quoi la patente, là, l'année prochaine, là? C'est un genre de 30, là? Catastrophe. OK, mais 30 millions, pensez-vous qu'ils vont couper, mettons, je sais pas moi, 80 longeurs de murs des bureaux en haut à 75 000 par année? Bon, ils vont aller peut-être chercher un 150, je sais pas trop. Nos autobus de ville, il y a 1700 employés, les gars. Ben oui, je sais. Ben oui, c'est fou. Non, et pendant ce temps-là, juste vous le dire, pour ramener aussi d'autres prix complètement fous, puis on partira là-dessus un autre tantôt, mais je vous le donne ça dans votre tête avant de partir. En fin de semaine, je suis en discussion avec bien du monde dans le milieu de la construction. Maison, deux exemples. Maison, Pont-Rouge, sur le bord d'un golfe, mini-maison, tout inclus, mini-maison, 600 000. OK? Maison, ça arrive sud de Québec. Perdu le contrôle de la maison pendant la construction, 700 pieds carrés avec sous-sol. Combien? C'est ça, là. C'est un bungalow dans lequel on a été élevé, là. Avec chambre au sous-sol, pas paquet d'affaires, là. 700 000 douilles, 100 000 de plus que prévu. À côté jusque-là. La perte de contrôle dans la construction, c'est complètement fou. Souvent, les gars... il y a un ménage qui va se faire là aussi. Là. Ben, ça doit, là, parce que... ça a été annoncé un peu, hein. La CAQ s'en va là tranquillement. Le ministre, là, Frisé, qui dit des niaiseries sur l'immigration, là. Oui, Boulette. Ouais. Boulette. Il a dit qu'on avait trop de métiers au Québec. Oui, il l'a dit. Ben oui, il veut tomber à 8. Ça s'en vient. Les réformes s'en viennent, les amis. Il n'y a pas le choix. On n'aura pas le choix. Sinon, il n'y aura plus de maison qui va se lever. C'est ça qui va arriver. Yann Sénéchal, thank you, man. Thank you. Salut. Salut, bye. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, vous avez besoin, et Yann et Frank pour le podcast sur toutes les plateformes.